Bonjour et bienvenue dans Et moi alors, le podcast d'une fille qui a besoin de dire tout haut ce qu'elle pense, beaucoup trop fort. Et coucou la commu. Je suis toujours dans ma voiture. Du coup, c'est le deuxième podcast que je voulais enregistrer après le podcast de la semaine dernière. Ce coup-ci, je voulais vous parler du TDAH, potentiellement du TSA, parce qu'aujourd'hui, j'arrive pas encore trop à faire la distinction entre les deux en termes de mes handicaps au quotidien. Donc, je pense qu'il y en a 90% c'est TDAH, mais potentiellement il y en a du TSA. Donc, on va parler surtout TDAH, mais voilà. Et en fait, ça me paraissait essentiel aujourd'hui de vous faire un podcast sur pourquoi au quotidien c'est un handicap. Parce que on se rend compte avec Mathieu que beaucoup de choses qui nous arrivent sont complètement dépendantes de notre TDAH et de notre façon d'appréhender les autres et la société. Et on a beaucoup de problèmes à cause de ça. Et du coup, je trouvais important, je cherche mes mots parce que je ne veux pas faire d'impair, je trouvais important de souligner, d'expliquer, de donner des exemples sur qu'est-ce que ça implique au quotidien, de façon à ce que les gens qui écoutent, aussi peu nombreux que vous soyez pour le moment, les gens qui écoutent puissent mieux comprendre certaines de nos réactions, certaines choses qu'on fait, et potentiellement peut-être arrêter de juger ou de nous en vouloir sur des choses qui sont pas de notre, enfin, je dirais pas de notre ressort ou pas fait exprès, mais en tout cas des choses qu'on ne contrôle pas. En fait, je fais très attention à comment je parle parce que je veux pas que ce podcast soit pris comme une excuse à des choses qu'on fait, parce que c'est pas une excuse, c'est juste un fait. Voilà. Donc, l'autisme ou le TDAH ne seront jamais des excuses à un mauvais comportement ou à des choses comme ça. Maintenant, il y a des choses, c'est comme ça. On n'est pas câblé sur le même truc avec les neurotypiques, et, et, et c'est compliqué pour nous neuroatypiques, donc là je parle de Mathieu et moi, mais tous les neuroatypiques, d'essayer de se rapprocher de la fréquence des neurotypiques. C'est compliqué de parler le même langage, les mêmes conventions sociales, sans boulettes. Et les boulettes peuvent être... Oh là là, il est dur ce podcast. Les boulettes peuvent être pas graves, parce qu'il n'y a jamais rien de grave, mais en tout cas très mal interprétées et très mal prises dans le monde des neurotypiques, alors que en fait on pense pas à mal. Donc je vais essayer de prendre des exemples, je vais essayer de vous expliquer. Maintenant, j'ai pas fait de liste et en plus je suis en train de conduire, donc c'est pour ça que ce podcast je le repousse depuis longtemps, parce que je voulais à la base tenir une liste et vous faire ce podcast avec une liste sous les yeux. Là comme ça j'en ai pas, mais du coup je vais quand même essayer, parce qu'au quotidien tout le temps je me dis putain de TDAH, et du coup je vais quand même essayer de vous faire ce podcast autant que possible sur les faits du quotidien. Voilà, typiquement là je suis sur la route, je vais voir Clémence. Clémence c'est mon esthéticienne, on va promener les chiens et elle va me faire les ongles et m'épiler. J'ai rendez-vous à 9h. J'ai tellement peur d'être en retard, parce que le TDAH c'est ça, on voit pas le temps, on n'a aucune notion du temps. Dans un sens comme dans l'autre, on pense qu'en 5 minutes on peut faire 1 million de choses, et à l'inverse on pense qu'en 1 heure on peut rien faire. Enfin, ça va vraiment dépendre des cas. Donc du coup, en bonne mauvaise gestion du temps, moi je déteste être en retard, surtout quand j'ai un rendez-vous. Du coup je pars toujours en avance. Bon voilà, j'ai rendez-vous à 9h, je vais arriver à 8h40. Et parce que je me dis, j'ai 2 heures de route, il peut y avoir des imprévus sur la route, il peut y avoir ci, il peut y avoir là, peut-être que je vais devoir m'arrêter parce que petit Molazo voudra faire pipi. Donc du coup, je prends toujours beaucoup d'avance. Mais en fait, quand on arrive en avance à un rendez-vous, c'est pareil qu'arriver en retard, c'est relou. Donc voilà. Mathieu, lui, est complètement l'inverse. Quand il a un rendez-vous de boulot, il arrive en avance. En revanche, quand c'est un rendez-vous perso, on va dire, genre à une soirée, on est tout le temps en retard, parce que, voilà, souvent il me dit... oui, 5 minutes. Mais en fait, 5 minutes chez lui se transforment en... Il n'a pas vu le temps passer, il y a 1 heure qui s'est écoulée, quoi. Donc ça, déjà, c'est un fait à prendre en compte. La gestion émotionnelle du temps, parce que c'est vraiment... Là, on parle vraiment de gestion émotionnelle.
on n'a pas de notion du temps qui passe. Ouais, dans un sens comme dans l'autre. Et au quotidien, c'est chiant parce que les tâches à faire, on n'arrive pas à les visualiser dans le temps, on n'arrive pas à les programmer dans le temps. Parce que déjà, on ne sait pas, il y a pas que ça, mais je vais en venir après. En tout cas, on ne sait pas, on n'arrive pas à visualiser combien de temps ça va nous prendre. Ce qu'on pense, des fois, je vois Mathieu, il me dit ah bah oui, construire ça, allez, il y en a pour une demi-heure. Je le regarde, je me dis mais il a craqué ou quoi? Une demi-heure, et au final, il met 3 heures. Mais voilà, alors que du coup, dans sa journée, là où il pensait faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, finalement, ça se retrouve en j'ai fait que ça parce qu'en fait, ça m'a pris 5 fois plus de temps que ce que je croyais. Donc, alors que moi, j'ai plutôt tendance à avoir l'inverse. C'est-à-dire que je préfère toujours voir plus. C'est-à-dire qu'une construction, je vais toujours la grossir. Par exemple, un truc où Mathieu va dire, on va dire un truc réel qui va mettre 2 heures à être construit, bah lui va me dire en 30 minutes c'est fait. Moi je vais dire vas-y, il faut au moins la journée. Voilà. Donc les deux opposés, voilà. Donc nous au quotidien, du coup, sur ce genre de choses, on s'engueule souvent, il faut le dire, parce qu'on n'est jamais d'accord. Et puis finalement, il n'y en a aucun de nous deux qui a raison. Et pour le même truc, la même problématique dans perso, c'est donc la programmation des journées. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à prioriser. La priorisation des tâches est quelque chose de très 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 difficile. Et en fait, ce qui va entraîner une paralysie totale. Ça s'appelle la paralysie du TDAH. Je peux passer une journée entière assise à regarder le vide parce que dans ma tête, il y a tellement de choses à faire que je n'arrive pas à prioriser. Et j'ai beau faire des listes, j'ai beau écrire, j'ai beau machin, je n'arrive pas. Parce que même quand la liste elle est écrite, pour moi tout est autant urgent. Donc tout, je voudrais mettre un, mais je peux pas tout faire. Et du coup, comme je peux pas tout faire en même temps, et en fait, je me retrouve paralysée complet parce que je ne sais pas par où commencer. Et ça aussi, dans une journée, c'est très 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 handicapant parce que surtout quand on veut se lancer à son compte, surtout quand on est auto-entrepreneur, ne pas savoir prioriser ses tâches, c'est très difficile au quotidien et ça entraîne de la dépression, ça entraîne de la grosse culpabilité, ça entraîne beaucoup de choses derrière psychologiques, on se sent vraiment comme une grosse merde. Et ça, c'est difficile, c'est vraiment très très difficile. Je sais qu'il y en a qui vont écouter, qui vont dire ah mais moi c'est pareil. C'est possible, mais en fait il faut voir le côté psychologique derrière qui est 1000 fois pire chez un cerveau TDAH. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire d'un point de vue social, le cerveau TDAH n'a pas de filtre. C'est-à-dire que nous avons une notion du secret qui est très limitée. On connaît le principe du secret, mais garder un secret est toute une épreuve. Il faut bien nous préciser qu'il ne faut pas répéter, et c'est important de le préciser, parce que c'est pas logique pour nous, quand on nous dit quelque chose, qu'il ne faut pas le répéter. Et là, quand je dis nous, je parle principalement de moi. Mathieu, je suis pas sûre qu'il l'avoue, mais je pense que c'est pareil. Les autres cerveaux TDAH, je ne sais pas, mais là je parle vraiment pour nous deux. Moi, si on me dit pas, faut pas dire, je vais répéter. Voilà, je vous le dis à tous ceux qui écoutent, mes amis ou quoi, je vais répéter. Il faut me dire, il faut pas dire. Non, tu n'en parles pas. Ça reste entre toi et moi. Enfin voilà, des choses comme ça. C'est important. Vraiment, c'est important. Si vous voulez que je garde votre secret, il faut me dire qu'il faut pas dire. Voilà. Et quand je répète, en fait, c'est pas que j'aime les potins, c'est pas que j'aime les ragots, c'est que vraiment j'ai l'impression de vomir des mots. Je sais pas comment dire, c'est vraiment une sensation hyper bizarre. Genre, ma bouche, elle parle toute seule. Genre, j'ai pas décidé de raconter cette histoire, j'ai pas décidé de parler de ça, mais ça sort tout seul, ça sort comme ça là. Et une fois que c'est dit, après, bim, culpabilité. Oh là là, je pense que j'aurais pas dû en parler, mais c'est pas possible, ça va encore me retomber dessus, blablabla. Bim, ça revient, culpabilité. Et en fait, c'est juste que j'ai pas contrôlé. Donc, à toutes les personnes qui écoutent, si vous ne voulez pas que ça soit répété, me dites pas ou dites-moi, faut pas dire. Voilà. De la même façon, on peut avoir des moments très gênants. Alors ça, c'est un peu, je pense, ça c'est moi perso, mais c'est un peu autiste aussi. C'est un peu les deux, je sais pas trop dans quelle case y mettre, mais je peux raconter ma vie perso à n'importe qui
et je n'y vois pas de problème. Voilà. Et ça, je pense que c'est plus autiste que TDAH parce que Mathieu est très gêné de ça parfois parce que je n'ai aucun problème à raconter notre vie personnelle, notre vie même sexuelle. Pour moi, il n'y a pas de filtre et c'est pas un tabou et j'ai aucun tabou là-dessus. Et je ne vois pas du tout où est le gêne, où est la gêne. Le gêne, la gêne, bref, on s'en fout. Je vois pas du tout où est le problème. Et ça peut être gênant et pour les gens qui écoutent et bah voilà pour mon conjoint et voilà. Et en fait, après coup, bah pareil, en fait, culpabilité, genre oh là là, mais je crois que j'en ai trop dit, j'aurais pas dû dire ça, oh là là, mais pour qui vont me prendre? Et là, ce qui se passe, c'est que bah on se refait le film, on se refait le film, on se refait le film à vitam aeternam. C'est-à-dire que le film il tourne en boucle dans ma tête jusqu'à ce que j'ai un autre film à mettre à la place. Mais je suis incapable de ne plus y penser. Et ça, je pense que c'est autiste. Je refais le film, je refais le film, je refais le film, je refais le film, jusqu'à ce que soit j'ai reparlé à cette personne et que je me sois rendu compte qu'il n'y a pas de problème, soit jusqu'à ce que j'ai un autre moment gênant et que bah il tourne à la place. Donc ça, c'est au quotidien, pareil, très 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 handicapant pour moi parce que ben je me rends pas compte, comme si je ne retenais pas la leçon. J'arrive pas, en fait, c'est plus fort que moi, ça aussi. Et à chaque fois, je me dis putain, mais je suis trop conne. Et du coup, ben en fait, bim, dépression, bim, culpabilité, bim, je suis qu'une grosse merde. On se sous-estime, on se dénigre. Et là, après, bah, c'est l'estime de soi qui prend un coup, la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Donc voilà. Autre chose qui est très handicapant dans ma vie, c'est je comprends pas le second degré et je ne comprends pas les comment on dit ça là, les ah punaise, les putain, quand on veut dire quelque chose mais les sous-entendus, voilà. En fait, moi, si on appelle un chat, si tu veux me dire chat et que tu m'écris, enfin, j'en sais rien, là, j'ai pas d'idée qui me vient, mais en fait, moi, j'ai besoin que ça soit clair. Si c'est pas clair, et ben, j'ose pas demander plus de clarté parce que j'ai honte. Je me dis, oh là là, mais pour qui ils vont me prendre, j'aurais dû comprendre et tout. Du coup, bah, ça me met mal à l'aise, ça m'angoisse, ça me stresse. Vraiment, je prends un coup de chaud, je transpire et tout, je suis pas bien. Et à l'écrit, déjà, ça me fout dans le mal quand on m'envoie des sous-entendus ou des trucs que je devrais comprendre mais que je comprends pas, ou des blagues que je comprends pas. Enfin, voilà. Donc, quand c'est mes amis proches, je leur dis, j'ai pas compris. Voilà. Est-ce que tu peux être plus clair? J'ai pas compris. Mais quand c'est des gens que je connais peu ou moyen, bah, j'ose pas dire que j'ai pas compris parce que j'ai peur de passer pour une conne. Et, et du coup, bah, en fait, vraiment, je me sens comme une grosse merde. Donc voilà. Quoi d'autre? Et vraiment, je pense que vous sous-estimez, enfin les neurotypiques sous-estiment beaucoup trop à quel point c'est désagréable de ne pas comprendre le second degré, de ne pas comprendre l'humour, de ne pas comprendre, parce qu'en fait, ça nous isole socialement. Vraiment, ça nous isole beaucoup, beaucoup socialement, de pas comprendre tout ça, d'être vraiment décalé de tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de cas où je regarde les autres, tout le monde rigole, et je me dis, mais pourquoi ils rigolent? C'est pas drôle. Il n'y a rien de drôle dans ça. Et même quand on m'explique les blagues, je dis, bah oui, en fait, j'avais compris, mais c'est pas drôle. Enfin voilà, donc plein de fois comme ça où socialement on se sent à l'écart, on se sent vraiment vraiment isolé. Quoi d'autre? Les projets. Ça c'est aussi, alors ça va être très TDAH. Comme notre cerveau fuse à 1000 à l'heure tout le temps, qu'on a tout le temps plein d'idées. Parce qu'en fait, il faut savoir que le cerveau TDAH, le neurorécepteur de la dopamine et de la noradrénaline fonctionne mal. En fait, c'est comme si les synapses de ces neurones, de ces neurones-là, c'est pas des neurones mais des neurotransmetteurs, sont mal stimulés par le cerveau TDAH, ce qui fait que déjà on a beaucoup de mal à se mettre en route le matin. Parce que en fait on a un niveau d'adrénaline qui est extrêmement bas, on a un niveau de dopamine qui est extrêmement bas. C'est aussi pour ça que le cerveau TDAH tombe dans des addictions. Alors moi j'ai de la chance, je suis addict au Coca Zéro et à la pizza, donc il y en a c'est pire. Alors c'est pas très très bon pour ma santé, mais on va dire qu'il y en a c'est pire. Du coup
c'est les addictions, que ce soit n'importe quoi, le chocolat, les drogues, l'alcool, bref, sont vite dans la vie des gens TDAH pour la simple... Merde, ça a coupé. Bon, je disais que le cerveau TDAH... Ah oui, non, c'est pas ça que je disais. Putain, je suis perdue. J'ai une version gratuite d'un logiciel et j'ai que 15 minutes d'enregistrement et après je dois faire des montages. Et comme je regarde la route, je l'avais pas vu. Bon, je disais que du coup, les addictions dans un cerveau TDAH, c'est de la dopamine facile. C'est voilà, ça nous fait plaisir d'avoir ce truc-là. Donc moi, en l'occurrence, boire un verre de Coca Zéro ou manger une pizza. Du coup, bim, sécrétion de dopamine très facile parce que c'est un grand plaisir. Du coup, bim, dopamine. Du coup, ça nous fait du bien. Parce qu'en fait, au naturel, notre cerveau n'en sécrète pas, tout comme l'adrénaline. Ce qui fait que ça a des conséquences sur du coup les cerveaux, les neuroatypiques TDAH sont souvent en dépression, etc. parce que il y a peu de plaisir, peu de dopamine. Et l'adrénaline, c'est pareil, comme il y a peu de sécrétion d'adrénaline, très difficile de se mettre en route, très difficile de passer à l'action. Voilà, on est beaucoup de paralysie du TDAH due au manque d'adrénaline. Et pourquoi je dis ça ? Voilà, ça aussi c'est un trait TDAH, de genre avoir tout le temps plein d'idées, genre on dit quelque chose, on passe à un autre sujet, machin et tout, ça part dans tous les sens, après on oublie ce qu'on disait. Mais je crois que c'était justement ça, je disais les projets. Comme du coup, en fait dans notre tête ça fuse tout le temps, mais on n'a pas de passage à l'action à cause de ce manque d'adrénaline, du coup en fait on a toujours plein de projets, mais qu'on mène jamais au bout, ou même des fois qu'on ne commence pas. Et pourtant, à l'instant T où on parle de ce projet, on y croit dur comme fer. Et ça, je vais vraiment parler de ça pour Mathieu et moi, parce que c'est quelque chose qui nous handicape énormément dans notre vie aujourd'hui, parce que avec le projet de la ferme du Strong, c'est un gros projet qu'on a créé ensemble, qui est très difficile au quotidien, à cause de nos deux neuroatypies tous les deux, nos deux types de neuroatypies. Déjà la gestion, que ce soit de la ferme refuge, la gestion de l'asso, la gestion des réseaux sociaux, la gestion du coaching, la gestion de la salle, la gestion des compètes. En fait, ça fait beaucoup de choses pour nous deux. Et en plus de ça, lui comme moi, on a toujours plein d'idées, plein de projets. Et en fait, qu'on met très peu en action, on passe pas à l'action sur ces projets-là. Alors qu'au moment où on le dit, on y croit. On y croit, faut vraiment pas en douter. C'est-à-dire que le moment où on dit quelque chose, on pense vraiment qu'on va le faire. On est vraiment sûr de nous. On se dit, ouais, putain, ça va être incroyable, on va faire ça, ça va être fou. Et en fait, après, vas-y, coup de fatigue, coup de déprime, parce que pas de passage à l'action, pas d'adrénaline, pas de dopamine. Du coup, on lâche l'affaire, on jette l'éponge, on est fatigué, on en a marre. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. C'est toujours en dents de scie. C'est, on a un projet, ça nous hype de ouf parce que, ça va être trop bien, c'est nouveau. La nouveauté aussi, ça nous hype beaucoup. C'est nouveau, ça va être trop bien, machin. Et puis, quand il s'agit de passer à l'action, et en fait, on revient dans le cas où je disais tout à l'heure. La liste des choses à faire est tellement grande que, en fait, ça nous casse, ça nous fatigue. On sait pas par où commencer parce que tout est urgent, tout est important. Et du coup, on n'a pas de passage à l'action pour toutes ces raisons-là. Et du coup, on abandonne. Et du coup, quand on abandonne, dépression, burn-out, on se sent comme une grosse merde, on n'est que des bons à rien, on est au bout de notre vie, on n'y arrivera jamais, blablabla. Et puis quand on arrive tout en bas, qu'on a vraiment touché le fond, bim, nouveau projet. Mais ça aussi, ça va être trop bien et tout. Hop, on remonte. Et là, on arrive en haut du projet. Genre, on est trop content, on est sûr qu'on va le faire. Puis quand on voit la liste de la quantité de choses à faire en plus de tout ce qu'on fait déjà, bim, dépression, fatigue et on redescend. Et en fait, c'est tout le temps en dents de scie comme ça. Et donc, il faut pas croire, et là je le dis vraiment pour le Strong, parce que c'est quelque chose qui nous est beaucoup reproché, alors à Mathieu principalement, mais parce que je me montre moins et que je suis moins visible et que je me médiatise moins entre guillemets. Surtout que j'ai voulu prendre beaucoup de recul avec ce milieu-là, mais bon, ça on s'en fout, ça fait pas partie. Donc je me suis un peu coupée des réseaux Strong, mais c'est quelque chose qu'on nous reproche énormément. Mais en fait, il faut bien comprendre que c'est pas de notre faute. C'est à l'instant où on pense pouvoir mener à bien ces projets, on le croit vraiment et on est vraiment sûr qu'on va y arriver, qu'on va le faire et que ça va être incroyable. Et quand on le fait pas, on est déjà suffisamment déprimé, suffisamment au bout du rouleau, on se sent déjà suffisamment comme des grosses merdes, sans compter les dizaines et dizaines de personnes derrière qui nous le reprochent sans cesse d'avoir des idées et de pas les mener à bout. Et les gens prennent ça
le sentiment que j'ai, c'est que souvent les gens prennent ça comme si on voulait les acheter leur confiance, genre on leur promet monts et merveilles et on va pas au bout des promesses, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Et ça c'est quelque chose socialement qui est très difficile. Alors est-ce que c'est difficile pour nous parce qu'on a une institution assez populaire en France dans notre sport, ou est-ce que c'est le cas de toutes les personnes TDAH? Je ne sais pas, mais en l'occurrence nous dans notre vie c'est un gros point noir lié au TDAH. C'est vraiment difficile parce qu'on prend cher. Voilà, je vais pas prendre 1000 pincettes, on prend cher à cause de ça. Et, euh, et en fait, ça nous rend très triste parce que on veut pas, enfin, c'est pas de notre faute, on fait pas exprès, on n'est pas genre ouais viens on va dire ça comme ça on va les mettre dans notre poche puis tant pis ils vont oublier on va pas le faire, non jamais de la vie en fait, on pense pas à ça, on n'est pas du tout calculateur, c'est juste que en fait voilà comme je vous ai dit on y croit vraiment et en fait c'est juste que avec notre cerveau tout piné là et on n'arrive pas à aller au bout des idées, on n'arrive pas à passer à l'action, on n'arrive pas à être dans le concret et comme avec Mathieu on a tous les deux la même neuroatypie parce que qui se ressemble s'assemble et qui de mieux pour comprendre quelqu'un que quelqu'un qui a la même neuroatypie. Du coup en fait il n'y en a pas un pour aider l'autre, on est tous les deux sur le même point là-dessus et on n'arrive pas pour tout vous dire. Alors du coup non, je vais passer au point suivant. La gestion des papiers, de la comptabilité et de la paperasse. Aujourd'hui nous avons des centaines et des centaines d'euros de recouvrement pour l'asso et perso parce que nous ne faisons pas nos papiers. C'est-à-dire que je suis capable de ne pas ouvrir et de ne pas récupérer mon courrier pendant plusieurs mois. Je déteste ça. Mais ça s'explique très simplement, parce que c'est même pas détester, c'est-à-dire que je ne suis... Enfin, je me sens... je sais même pas comment dire. Je sais qu'il faut que je le fasse, je sais que c'est important, mais je ne peux pas. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est que je ne peux pas faire ça. C'est voilà, pour toute cette histoire de cerveau, dopamine, adrénaline que je vous expliquais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a de plus ennuyant au monde que la paperasse? Rien. Donc déjà que mon cerveau n'est jamais stimulé et qu'en plus il a jamais d'hormones de plaisir, je peux vous dire que la paperasse c'est mon enfer sur terre, c'est ma bête noire et du coup je ne fais pas. J'ouvre pas le courrier, je ne m'occupe pas de ma paperasse. Résultat, nous perdons beaucoup d'argent, que ce soit l'asso ou nous perso, parce que nous ne nous occupons pas de nos factures, nous ne nous occupons pas de notre paperasse, nous laissons traîner les choses et du coup ça nous fout dans la merde. Et du coup ces deux points, donc celui juste avant du passage à l'action et là la compta et les papiers, fait que en fait on aurait besoin typiquement d'être épaulé, d'être soutenu et d'avoir quelqu'un qui nous aide, qui est neurotypique. Typiquement, quelqu'un qui va nous dire ok, cette idée elle est bonne, genre je sais pas moi, un gestionnaire de projet ou j'en sais rien, cette idée elle est bonne. Maintenant, pour la mettre, pour passer à l'action, voilà, je te propose cette liste-là. Tu commences par ce point, et une fois que tu auras fini ce point, je te dirai le deuxième point. Et en fait, quelqu'un qui va venir nous organiser et nous dire, ok, très bien, cette idée elle est nulle à chier. Donc hop, on la met de côté, ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. Ok, cette idée elle est cool, on va y aller. Et on y va, on commence par ça, et t'inquiète, je vais être derrière toi. Ça, c'est ce qu'on aurait besoin aujourd'hui, Mathieu et moi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où on ne fait plus confiance à personne, ou très peu de gens. On nous a mis beaucoup de couteaux dans le dos. On se rend compte que les gens, parce que avec Mathieu, on est des gens, on aime sincèrement. Et je pense que ça fait partie aussi des qualités des cerveaux neuroatypiques. C'est-à-dire que comme on ne fait pas semblant, comme on est vrai, on est vraiment vrai en fait. On joue pas de jeu, on fait pas semblant, on est vraiment vrai. Quand on aime quelqu'un, on l'aime sincèrement. Et on s'est pris beaucoup de claques. On s'est pris vraiment beaucoup de claques parce que nous, on ne fait pas la différence entre, malheureusement, mais ça c'est nous, hein, là c'est le problème, c'est nous. On ne fait pas la différence entre les clients, enfin les athlètes clients et les amis. C'est-à-dire que pour nous, des athlètes clients qu'on aime vraiment beaucoup, pour nous, c'est des amis. C'est des gens qui rentrent dans notre cercle privé. C'est des gens vraiment pour qui on pourrait faire beaucoup. Et le problème, c'est que ça, c'est le genre de choses qui va que dans un sens.
Parce que dès qu'ils auront l'occasion, ou dès qu'on fera un pas de travers, ou dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas leur plaire, et ben en fait ils vont juste purement et simplement nous lâcher dans le meilleur des cas, ou nous tailler dans le dos, ou nous planter un coup de couteau dans le dos, enfin bref, ou du coup ça sera le pire. Et ça c'est quelque chose qui nous fait beaucoup souffrir, beaucoup souffrir, parce qu'on le prend vraiment en plein cœur, quoi. Et on a beau en prendre, en fait on n'arrive pas à se protéger de ça, parce qu'on reste toujours aussi bon, on reste toujours aussi aimant, on reste toujours aussi loyal, on reste toujours et je pense que ça il faut pas qu'on le change, parce que ok on est déçu, mais c'est notre nature profonde d'être fondamentalement aimant et bon, et je pense que ça fait partie de nous, et ça fait partie de nos grandes qualités, et ça il faut pas qu'on le change. Et du coup, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a confiance en peu de monde malgré tout, parce qu'on essaye quand même de se protéger, bien qu'on aime sincèrement les gens, mais on a du mal à faire rentrer quelqu'un dans l'intimité des papiers, de la compta et tout. Alors qu'il faudrait quelqu'un, il nous faudrait vraiment un gestionnaire de projet neurotypique, très carré, très voilà, très factuel, qui pourrait nous aider là-dedans, parce que on pourrait aller plus loin, on pourrait faire des choses de fou, mais en fait on a juste plus on n'arrive juste pas, en fait nos cerveaux passent pas à l'action, et on n'arrive pas à aller plus loin. Bref, donc voilà. Autre chose, moi, de mon cerveau à moi, c'est là ça va être vraiment de l'autisme, c'est-à-dire que la surcharge sensorielle et sociale, moi ça m'arrive souvent. Là typiquement hier, j'ai eu besoin de dormir toute une bonne partie de la journée, j'étais épuisée, mais moralement épuisée, et dans ces cas-là, je suis complètement paralysée. J'ai juste besoin de dormir. Enfin, il faut que je dorme, en fait. C'est même pas un besoin, c'est une nécessité vitale. Sans quoi, je fais des grosses crises. Alors, soit des grosses crises où je hurle, je crie, je me tire les cheveux. Enfin bref, vraiment, ça va pas du tout. Qui peuvent durer plusieurs heures. Et suivi de crises. Alors, en général, quand je fais une crise comme ça, derrière, je fais une crise down, c'est-à-dire où je me ferme, je m'isole, je ne peux plus parler, je ne peux plus regarder quelqu'un, je regarde dans le vide, je ne parle pas, j'ai la bouche sèche, je ne peux pas parler, en fait, c'est au-delà de mes forces. Et ça m'arrive souvent. Ouais, ça m'arrive quand même trop souvent à mon goût. Par contre, les crises où juste je me renferme, où je ne peux plus parler, où je regarde dans le vide, ça m'arrive encore plus souvent. Ça, c'est souvent sur, par exemple, une engueulade de couple avec Mathieu. Quand je suis épuisée, c'est tout le temps, quand par exemple, je sais pas, je suppose que vous aussi dans votre couple, ça arrive de s'engueuler tout le temps pour les mêmes sujets. Et ben moi, ça me fatigue, ça m'épuise de reparler, de ressasser tout le temps les mêmes choses. Et en fait, là, je me ferme. Je me ferme, je suis vidée, je suis épuisée qu'on ressasse tout le temps les mêmes choses, d'entendre les mêmes reproches, d'entendre les mêmes choses, et je me ferme. Et avant Mathieu, avant que je fasse mes diags, il me forçait à parler, il me secouait, il me rentrait dedans jusqu'à ce que j'arrive à parler. Et aujourd'hui, il a compris que dans ces cas-là, il faut juste me laisser, et que quand j'arriverai à parler, je reviendrai de moi-même. Et ça, c'est cool, parce que dans ces cas-là, vraiment, parler, c'est au-dessus de mes forces. C'est comme si on me plantait un couteau, qu'on m'ouvrait en deux pour me forcer à parler. Et c'est vraiment la sensation, quoi. C'est comme si au forceps et à la pince, on allait chercher les mots directement dans ma gorge, quoi. C'est physiquement douloureux. C'est pas possible, en fait. Je peux pas. Et du coup, qu'il l'ait compris, ça c'est chouette. Et ça, donc voilà. Mais je pense qu'il me manque encore plein de trucs, mais je pense que j'ai abordé les grands thèmes. Et puis là, je vois que j'arrive au bout des 15 minutes suivantes. Donc ça fait à peu près 30 minutes de podcast, je trouve que c'est très bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire s'il y a d'autres neuroatypiques qui passent par là, pour voir si vous vous êtes reconnus dans tout ce que j'ai raconté, et peut-être me raconter d'autres faits sur vous, d'autres choses que vous vivez qui peuvent être liées à vos neuroatypies, parce que potentiellement je pourrais faire un tome 2 quand j'aurai d'autres idées, mais voilà. Donc sur ça, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, bon tout ce que vous voulez, et je vous fais des bisous, à bientôt.